Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir, au nom de l'INA, de vous accueillir pour ce premier lundi de l'INA de la saison 2024-2025. Alors, une première séance exceptionnelle, hein, puisqu'elle accompagne la parution d'un très beau livre que j'ai là. Voilà, un très très beau livre qui est le fruit. Alors, je vais me permettre de le poser parce que je n'arrive pas à tout porter. Donc, d'un très beau livre, fruit d'un travail de plusieurs années et mu par une volonté forte de contribuer à la librairie académique et aux bibliothèques de recherche. Il s'agit des entretiens radiophoniques de Michel Foucault en coédition avec les éditions Flammarion, les éditions Vrin et l'INA. Donc des entretiens radiophoniques de 1961 à 1983 conservés dans les archives de l'INA. Et nous avons la chance d'avoir réuni autour de cette table pour ce lundi deux grands spécialistes de l'œuvre de Michel Foucault, Henri-Paul Fruchot, qui a édité cet ouvrage, et Frédéric Groult, qui en a signé la préface. Alors l'ouvrage qui est au cœur de cette soirée, Monsieur Fruchot en parlera, saura en parler bien mieux que moi dans quelques instants, a su retranscrire avec fidélité l'oralité des conditions d'enregistrement de ces entretiens radiophoniques et donne à lire leur contribution à la totalité d'une œuvre intellectuelle. Diagnostiquer le présent, telle est la fonction qu'assigne Michel Foucault aux individus que nous appelons philosophes. C'est aussi le titre qui a été choisi pour cette soirée avec cette idée: écouter, réécouter la voix, voir, revoir aussi, et c'est ce que permettent les fonds de l'INA, le visage d'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Son intérêt insatiable pour les questions d'actualité, la variété des sujets embrassés montre, s'il en avait encore besoin, la fructueuse et prolixe collaboration d'un intellectuel et des médias. Alors ce soir, pour paraphraser Jean Thévenot, le temps est venu de lire et de relire avec l'oreille. Et pour accompagner, pour éclairer ce programme, carte blanche a été donnée donc à Frédéric Groult. Avant de laisser la parole à Monsieur Fruchot, qu'il me soit permis de remercier très chaleureusement Olympia Humbert-Brégégère, documentaliste multimédia à l'INA qui a assuré les recherches documentaires, Élodie Roblin, Isabelle Sérix et Catherine Gonard pour l'organisation et la coordination, et Jean-Michel Briard pour le montage et la technique. Merci à tous et très bonne soirée. Alors, pour ce que je voudrais pour commencer, c'est un petit peu rappeler dans quelles circonstances s'est fait ce projet de publication des émissions radio auxquelles Michel Foucault a participé. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la paternité en revient à l'INA. C'est une idée de l'INA au départ, et plus précisément de Jean-Michel Rode, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était à l'époque, je parle d'il y a une dizaine d'années à peu près, le directeur délégué aux collections de l'INA. Et son idée était de publier sous forme de livres des transcriptions des principaux auteurs, philosophes, penseurs que l'INA détenait dans ses archives, et Foucault devait être un peu le point de départ, la tête de liste de ce projet. Alors il m'en a fait part à ce moment-là à titre de parent de Michel Foucault et de représentant de ses ayants droit, et je dois dire j'ai été très intéressé et même enthousiasmé par le projet. Et le projet a démarré immédiatement. Une première version des transcriptions a été faite. Un premier choix d'enregistrement, d'entretien a été fait également. Et puis là, on sait... Alors je parle des années 2013, 14, 15 à peu près. Et puis là, on s'est heurté à un gros problème, qui est que tous les éditeurs qui ont été contactés à ce moment-là
ont refusé le projet. Alors, à la fois, ils l'ont trouvé enthousiasmant, hein, et puis ils se sont rendus compte que ça représentait un travail énorme pour obtenir l'accord de tous les participants aux émissions, d'autant plus qu'une grande partie de ces participants étaient décédés, et donc il fallait retrouver tous les ayants droit. Hein, et donc le projet est entré en sommeil malheureusement à ce moment-là, hein, pendant quelques années, et ce n'est que grâce d'une part à Vrin et d'autre part à Flammarion et à l'INA qu'il a pu finalement renaître et aboutir aujourd'hui. Et c'est pour ça que je leur en suis vraiment très, très reconnaissant. Hein, sans eux, nous n'y serions jamais arrivés, je dois le dire. Alors ça, c'est le premier point. Hein, maintenant on trouve dans ce volume 63, je crois, de mémoire, émission de Michel Foucault. Hein, et Michel Foucault, en réalité, a été très présent tout au long de sa carrière sur les ondes. Hein, rappelons que bon, il a commencé sa vie, sa carrière en allant d'abord en Suède, puis en Pologne, puis en Allemagne. Et à partir de son retour d'Allemagne en 61 jusqu'à son décès en 84, il a été présent sur les ondes de manière très régulière. Avec néanmoins une densité probablement plus forte dans les années 60 que dans les années 70 et surtout dans la deuxième année des années 70. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est que notamment après le tournant des années 70, il a été quand même très occupé par la préparation de ses cours au Collège de France, probablement beaucoup plus qu'il ne l'était quand il était professeur de psychologie à Clermont-Ferrand. Deuxièmement, c'est le moment où il a commencé à faire de manière très régulière des grandes tournées de conférences à l'étranger, notamment aux États-Unis, tous les ans, au Brésil, au Japon certaines années, etc. Et puis enfin, à partir du milieu des années 70, il y a eu un moment de froid avec Gallimard, après la publication de La volonté de savoir, et il n'a rien publié pratiquement jusqu'au mois qui a précédé son décès, hein, puisque les volumes 2 et 3 de l'histoire de la sexualité sont sortis de mémoire en juin 84 ou en mai 84, je ne me souviens plus très bien. Donc tout ceci a fait qu'il a été quand même beaucoup moins présent à ce moment-là. Néanmoins, il y a quand même toujours eu des émissions avec un sommet, j'allais dire, c'est en 63 où il a participé à 16 émissions, hein, ce qui est énorme et un travail énorme. Alors maintenant, quel type d'émission trouve-t-on dans ce livre? À quel type d'émission Foucault a participé? Bon, il y a d'abord, et c'est assez, je dirais, c'est assez naturel, des interviews radiophoniques ou quelquefois d'ailleurs des débats à l'occasion de la publication de ses ouvrages. C'est ainsi que j'avais fait le compte. L'histoire de la folie a dû faire l'objet d'une dizaine d'interviews et de débats, hein, un nombre très considérable. Et notamment, et ce qui est très intéressant, non seulement l'édition de l'histoire de la folie, mais sa réédition au début des années 70. Alors il y a cette première raison. La deuxième... oui, alors si, toujours, je reviens sur les interviews. Pratiquement, presque tous ces livres
font l'objet d'interviews radiophoniques. Il y a une exception. Par exemple, son deuxième ouvrage sur la médecine manifestement n'a jamais fait l'objet de débats ou d'interviews. Ça, c'est une chose. Mais tous les autres, et très curieusement, il n'y a qu'un seul débat pour Surveiller et punir, qui pourtant a été un de ses ouvrages les plus importants. Mais en dehors de ça, tous ces livres ont fait l'objet de longues, je dirais, de longs entretiens et de longues discussions. Généralement d'ailleurs très intéressantes, parce que Foucault, à cette occasion, résume de manière extrêmement claire son propos. Et c'est probablement une des meilleures introductions qu'on puisse trouver à la lecture de ses ouvrages. Alors, il y a un deuxième type d'émission qui est, alors lui, très particulier, sur lequel je voudrais insister un petit peu, et qui est, comment dire, je serais tenté de dire que c'est presque le sommet de cet ouvrage. Ce sont des conférences radiophoniques où Foucault est seul en scène. Il est seul, enfin quand je dis il est seul en scène, il anime ses conférences du début à la fin. Simplement, elles sont souvent entrecoupées de citations, et parfois de citations assez longues, d'auteurs qui sont lus par des acteurs. Mais Foucault a la maîtrise complète de l'émission. Et vous avez notamment 5 émissions sur la folie, dans une série qui s'appelle Les langages de la folie, qui sont absolument magnifiques, qui sont une sorte de, je dirais pas de complément de l'histoire de la folie, mais qui traitent peut-être un certain nombre de thèmes que l'histoire de la folie n'a pas traité de manière aussi intense, et notamment, et plus particulièrement d'ailleurs, les relations de la folie avec la littérature. Parce que ce sont essentiellement, les psychiatres sont relativement peu présents dans ces émissions sur la folie, mais ce sont essentiellement des écrivains, et ces écrivains, ça va de la comtesse de Ségur, c'est assez étonnant d'ailleurs, de la comtesse de Ségur à Raymond Roussel, Artaud, etc. Et puis alors, toujours dans le cadre de cette série d'émissions, vous avez, j'aurais d'ailleurs dû commencer par elle, une première émission sur Raymond Roussel, première émission sur Raymond Roussel qui doit dater de 62 et qui est en fait une sorte de préfiguration du livre sur Roussel que Foucault ne publiera que quelques mois plus tard et qui fera d'ailleurs l'objet d'un certain nombre d'interviews. Et puis vous avez également une série d'émissions sur Jean-Jacques Rousseau, notamment sur l'un des derniers ouvrages de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle Rousseau, juge de Jean-Jacques, dont le thème en fait, qui est d'ailleurs assez voisin d'un thème de la folie, c'est la persécution. C'est Rousseau persécuté, ou se croyant persécuté. Et puis, je crois que... Et puis si, j'oubliais, il faut citer 2 émissions absolument magnifiques, qui d'ailleurs ont été reprises dans la Pléiade, qui sont les émissions sur les utopies et les hétérotopies. Enfin, c'est plutôt les utopies et lieux ou autres lieux, et le pouvoir utopique, qui sont 2 magnifiques émissions, très, très poétiques d'une certaine façon, que Foucault a prononcées à la radio en 1966, de mémoire. Donc ça, je pense que c'est cette douzaine d'émissions, ou peut-être un petit peu plus, représente vraiment un des sommets de cet ouvrage. Et puis enfin, il y a une 3e catégorie d'émissions qui sont les débats, les débats auxquels Foucault participe. Et ce qui est très frappant, c'est l'extraordinaire variété des sujets.
auxquels Foucault s'intéresse dans ses débats. Alors ce sont en fait les grandes émissions culturelles de l'époque, des années 60. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le moment où France Culture commence à apparaître. Avant, c'était France 3 National, qui est remplacé par France Culture de mémoire en 1963. Et puis vous avez à ce moment-là des très grandes séries d'émissions, comme l'analyse spectrale de l'Occident. Il y a les lundis de l'histoire, les après-midi de France Culture, etc. Et Foucault participe de manière extrêmement régulière à ces émissions. Ces émissions, c'est très souvent, alors on y retrouve des gens comme Althusser, par exemple, des philosophes comme Althusser, des gens comme Klossowski, Michel Serres, Raymond Aron, des historiens, notamment Le Goff, Leroy Ladurie, Jean Delumeau, Paul Venn, ou des journalistes comme Jean Daniel, etc. Et ce qui est très frappant, c'est la très grande variété de ces émissions. On trouve d'ailleurs Foucault dans des émissions où on ne l'attend vraiment pas. Et je pense notamment à une émission sur les gladiateurs romains, à laquelle il avait été invité par Paul Venn. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il ne comprend pas très bien pourquoi il se trouve dans cette émission. Mais effectivement, il s'y trouve. Et puis, il y a aussi des émissions où il joue un rôle très, très, très malicieux. Je pense notamment à une émission sur le livre de Jacques Almira, Le voyage à Naucratis, et où Foucault décide de se substituer au journaliste qui interviewe Jacques Almira sur son livre, et il joue à différents types d'intervieweurs. Alors le premier type d'intervieweur auquel il joue, c'est celui qui, bien entendu, n'a pas lu le livre, mais qui a quand même eu le temps de lire le titre, et qui pose quand même ses questions. Et puis ensuite, après ce premier exercice, Foucault joue au rôle de l'intervieweur qui n'a même pas eu le temps de lire le titre du livre. Enfin, il s'amuse beaucoup. Il s'amuse beaucoup et c'est assez étonnant. Alors, ce qui est quand même très frappant dans ces débats, c'est qu'ils portent généralement sur des sujets qui ne sont pas ceux que Foucault a traités dans ses livres. Je dirais, c'est sa grande discrétion. Il ne cherche pas du tout à s'imposer. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Il ne cherche jamais à s'approprier la parole, mais ça n'empêche pas ses interventions d'être souvent très, très percutantes et très décisives. Alors je pense notamment à une émission à laquelle il a participé. C'était à propos du livre de Jean Daniel, du premier livre de Jean Daniel qui s'appelle Le temps qui reste, et qui est paru en 1973, et où, à un moment où on ne l'attend pas du tout d'ailleurs, Foucault fait un parallèle très, très intéressant entre le rôle du philosophe et le rôle du journaliste, et où il développe un thème très important pour lui, qui était que le philosophe, à son époque, avait essentiellement pour rôle d'analyser l'actualité, et non pas autre chose. Au fond, et d'ailleurs, c'est assez proche du thème de cette soirée. C'est vraiment comment dirais-je, Foucault s'affirme finalement d'une certaine façon à travers ça comme un journaliste de l'actualité. Puis vous avez aussi une autre émission assez amusante avec Raymond Aron à propos de Montesquieu, où Foucault, du début à la fin, met en boîte Raymond Aron. Et le pauvre Raymond Aron ne sait plus très bien comment s'y prendre, comment s'en sortir, et finit par mettre fin à l'émission. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Enfin, peut-être, si, alors c'était les trois catégories principales d'émissions. Peut-être une dernière catégorie,
d'émissions. Alors là, plutôt sur des chaînes d'information et pas des chaînes culturelles. Et là, c'était vraiment des courtes interventions, plutôt politiques, hein, dans des cas de violences policières. Je pense notamment à l'affaire Jaubert. L'histoire d'un dissident soviétique qui s'était réfugié en France, également une émission où il reprend le reproche qu'il avait souvent énoncé, disant que la prison n'était finalement qu'une machine à fabriquer des récidivistes, etc. Donc voilà un petit peu l'ensemble des thèmes ou des types d'émissions et des thèmes que Foucault est amené à traiter dans ses émissions. Ce qui est très frappant quand même, c'est leur extrême variété, hein, qui reflète vraiment bien sa propre curiosité personnelle pour des tas de sujets. Alors, je voudrais conclure. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'à travers ces émissions, je crois qu'on a une espèce de vision panoramique, hein, de tout le travail de Foucault. Hein, et ceci est, je crois, très, très utile et très important. Mais en même temps, une vision panoramique facilement accessible pour qui n'est pas un spécialiste de Foucault. Et je dirais un tableau des principales problématiques auxquelles il s'est intéressé pendant sa vie professionnelle. Et alors, on peut peut-être dire que l'évolution de sa pensée dans les dernières années, après la volonté de savoir, est relativement absente, pour la raison que je vous disais tout à l'heure, il participe à beaucoup moins d'émissions. Mais jusqu'à la volonté de savoir, en revanche, je crois vraiment que c'est un panorama assez complet de sa pensée qu'on trouve. Ça donne également, à travers ces émissions, une très bonne idée du contexte intellectuel dans lequel il agissait. Hein, moi, je dirais que, disons, pour résumer, ça se présente à la fois comme une introduction, ça peut être conçu comme une introduction à l'œuvre de Michel Foucault, de ce point de vue-là, et puis en même temps, et notamment pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, et en même temps un complément à cette lecture pour ceux qui, au contraire, le connaissent déjà. Hein. C'est quelque chose, et je terminerai là-dessus, qui, je pense, a tout à fait sa place à côté de 10 et écrits. Mais en moins, évidemment, en moins... C'est quand même un gros morceau, mais c'est moins abondant. Voilà, je vous remercie. Merci Henri-Paul pour le rappel de cette aventure. Je voulais, avant de lancer un certain nombre d'extraits, parce que l'idée c'est aussi que résonne dans cet auditorium la voix de Foucault, qui a servi de support à ce livre, et que quelque chose comme sa présence puisse réinvestir l'espace de notre rencontre. Je voulais dire le plaisir. Bon, d'abord, merci à l'INA, évidemment, d'avoir organisé cette soirée et puis d'avoir eu l'idée de cette aventure éditoriale aux éditions Flammarion, et à Maxime Catroux d'avoir eu le courage de la mener à bout, et puis aussi aux éditions Vrin. Et merci à Henri-Paul pour ce travail d'édition. Donc, l'idée que je voulais vous faire partager, c'est que c'est une expérience de plaisir, cette lecture. Pourquoi? Parce qu'on retrouve, après toute la grande aventure des cours au Collège de France, on retrouve à l'écrit un certain Foucault oral. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on dit le Foucault oral des entretiens radiophoniques, ça signifie pas un Foucault un peu plus léger, un peu plus badin, qui chercherait des mots parfois, ou qui céderait.
quelquefois à des facilités ou à des raccourcis. On sent que les interventions sont toujours préparées. Et encore une fois, même quand il n'est pas mis au courant complètement des questions, la vitesse de sa pensée est telle qu'il produit des réponses qui sont affûtées, précises. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'entretiens radiophoniques, on n'est jamais dans une espèce de vague des généralités et il y a vraiment une précision dans les réponses tout à fait étonnante. Et d'autre part, c'est ce point que je voulais énoncer, au fond, entre le Foucault des entretiens et le Foucault des livres, on n'a pas d'un côté la légèreté un peu vague de l'oral et puis la rigueur de l'écrit, mais on a vraiment deux régimes d'énonciation qui constituent chacun une carte complète et un style en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'oral n'est pas la déperdition d'un écrit dans lequel la majesté de sa pensée pourrait s'exprimer à fond. C'est un autre mode de présentation qui joue beaucoup, ça a été dit par Henri Paul, d'abord sur la théâtralité. C'est extrêmement mis en scène sa parole, et d'ailleurs quand on regarde les cours au Collège de France, c'est assez étonnant par rapport, je ne sais pas, des grands auteurs du XXe dont on a pu éditer les cours. Je pense à Deleuze, dont on est en train, aux éditions de Minuit, de reprendre les cours sur la peinture, maintenant sur Spinoza ou à Lacan. Je trouve que chez Foucault, les manuscrits sont des manuscrits dans lesquels il écrit son oralité, c'est-à-dire qu'il est en train de lire, mais ce qu'il est en train de lire, ce n'est pas un texte écrit, c'est un discours pour l'oral. Ce que j'essaye de vous faire paraître par là, c'est que, encore une fois, c'est un régime d'énonciation qui a sa perfection propre, quoi, et qui est pour ça tout à fait étonnant. Donc théâtralité, et aussi, dès qu'il s'agit d'entretien, vous l'avez remarqué, beaucoup de pudeur, jamais, enfin Foucault ne se met pas en avant, etc. Mais une ironie absolument mordante et des attaques affûtées comme des flèches très, enfin je veux dire très pointues qui peuvent atteindre leurs interlocuteurs. On peut penser même au débat avec Baruch sur la psychiatrie, etc. Enfin bon, c'est d'une méchanceté hilarante, quoi, quand il est, voilà. Mais il y a jamais d'opposition de front, si vous voulez. C'est pas donc je trouve que c'est vraiment une expérience de lecture très très agréable. Alors la manière dont on a un petit peu élaboré ces trois petits moments, on va écouter quelques morceaux qui sont autour de la folie, qui a une place quand même très importante dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'on a intitulé ça la folie radiophonique. Ensuite, on tournera autour des mots et les choses, qui a été le moment quand même où Foucault a gagné là une espèce de célébrité. Enfin, vous voyez, cet ouvrage extraordinairement difficile qui s'est vendu à 20 000 exemplaires la première année, qui a été vraiment un succès et qui l'a promu, pas pour longtemps d'ailleurs, et il s'en est défendu ensuite, mais quand même chef de file des structuralistes, etc. Donc un deuxième moment qui va des mots et les choses jusqu'à la position du problème de la prison, ça a été rappelé. Alors, c'est surveiller et punir, c'est le problème de la délinquance et du crime. Et enfin, la fin des années 70, tout le début des années 80, et la richesse des données de l'INA font qu'on a tenu aussi à avoir certaines images, quoi, et à voir Foucault aussi, et pas seulement l'entendre. Donc voilà, merci. On va donc commencer par un certain nombre de textes, petite dizaine de minutes, autour de la folie, qui reprend à la fois justement la présentation de cette thèse, qui s'appelait au départ Folie et des raisons, et puis cette série d'émissions sur la folie et le langage. On écoute et puis je reviendrai dessus ensuite. Merci.
Monsieur Foucault, je pense que tout le monde s'imaginait que la folie n'avait pas d'âge et surtout pas d'âge classique. Il m'a semblé justement que la folie était un phénomène de civilisation aussi variable, aussi flottant que n'importe quel autre phénomène de culture. Et c'est au fond en lisant des livres américains sur la manière dont certaines populations primitives réagissent au phénomène de la folie que je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de voir de quelle manière notre propre culture réagit à ce phénomène. Il y a des civilisations qui ont célébré le fou. Il y a des civilisations qui l'ont célébré, il y en a d'autres qui l'ont tenu à l'écart, il y en a d'autres qui l'ont soigné, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est précisément sur le fait que soigner le fou n'est pas la seule réaction possible au phénomène de la folie. Est-ce que tous les fous sont des êtres, à votre avis, dignes d'intérêt? Car on a souvent pensé que la folie était génie. Il est un peu difficile de répondre à cette question. Je crois que parmi les fous, il y a des gens aussi intéressants que parmi les normaux, et également autant qui sont inintéressants. Mais je crois que le phénomène même de la folie est en lui-même intéressant. Il n'y a pas de culture sans folie, et c'est ce problème absolument général des rapports d'une culture avec la folie que j'ai voulu étudier sur un cas précis, c'est-à-dire sur les réactions de la culture classique à ce phénomène qui paraît si opposé au rationalisme du XVIIe et du XVIIIe siècle, et qui est la folie. Qu'appelait-on fou au XVIIe siècle? Eh bien, je crois que le XVIIe siècle représente précisément un tournant. Avant le XVIIe siècle, en tout cas jusqu'au début du XVIIe, jusqu'à l'âge baroque à peu près, le fou a eu une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture, et il y vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes de fous, il y avait dans tout un théâtre qui était consacré à la folie. Le fou lui-même avait une place dans la littérature. Il y avait une iconographie de la folie, c'est Jérôme Bosch, c'est Bruegel également. Bref, on peut dire que le XVIe siècle et le début du XVIIe siècle ont été surplombés par le thème de la folie, comme la fin du XIVe et le début du XVe l'avaient été par la grande hantise de la mort. Il n'y a pas eu un fou qui a publié ses œuvres? Eh bien, à ce moment-là, la folie était un phénomène tellement institutionnel et reconnu que certains fous, et l'un d'entre eux en particulier, qui s'appelait Bluet d'Arbert, ont publié leurs œuvres. Ou plutôt, des gens ont publié pour eux des textes tout à fait extraordinaires, absolument illisibles d'ailleurs, et qui servaient de distraction. C'était des poèmes, c'était des histoires, c'était des romans. Et au fond, jusqu'à un certain point, le Don Quichotte de Cervantes peut s'inscrire dans toute cette grande tradition de la littérature de folie ou de la littérature sur la folie. Mais dans certaines familles, on accueillait le fou comme un personnage très important. Peut-être pas dans les familles. Je crois que les familles ont toujours été, à toute époque, très ennuyées d'avoir des fous. Chaque famille a son fou, c'est bien chaque connu. famille avait son fou. Je crois surtout que plutôt chaque village, chaque quartier, les villes avaient leurs fous qui étaient entretenus, qui étaient soignés, qui étaient jusqu'à un certain point honorés. Mais justement, je crois que ce qui a commencé à faire changer le statut du fou, c'est à partir du moment où la famille, sous sa forme bourgeoise, a pris dans la société une grande importance. Et c'est au XVIIe siècle, quand les normes économiques de la vie ont changé, à l'époque du mercantilisme, eh bien, le fou, personnage oisif, personnage qui dépensait de l'argent et qui ne rapportait rien, eh bien, le fou est devenu terriblement encombrant. Et la sensibilité sociale à la folie a changé en fonction, me semble-t-il, de ces phénomènes économiques. Le fou a-t-il évolué dans l'histoire des sociétés? Oui, il a évolué, il n'a pas cessé d'évoluer, et à notre époque, je crois que nous appartenons, enfin notre culture, est une culture dans laquelle tout le phénomène de la folie a été confisqué par la médecine. Pour nous, un fou, c'est un malade mental. Or, cela n'a pas été vrai de tout temps. Le fou, au XVIIe et au XVIIIe siècle, n'était pas un malade mental, c'était avant tout un asocial. Il y a, je crois, une idée simple et qui nous est à tous plus ou moins familière. On pense volontiers que le fou, eh bien, il est fou avant même de parler.
et que c'est du fond de cette folie originairement muette, qu'il laisse monter, après coup en quelque sorte, et tournoyer autour de lui les mots obscurs de son délire, comme autant de mouches aveugles. Eh bien, ce que j'ai essayé dans ces émissions, évidemment pas de montrer, mais simplement de faire entendre, et je voudrais laisser ce mot « entendre » trébucher dans ses significations multiples. Ce que j'ai essayé de faire entendre, c'est qu'entre la folie et le langage, la parenté n'est pas simple, ni de pure filiation, mais que le langage et la folie sont liés bien plus tôt dans un tissu enchevêtré et inextricable, où le partage au fond ne peut pas se faire. J'ai l'impression, si vous voulez, que très fondamentalement, en nous, la possibilité de parler et la possibilité d'être fou sont contemporaines et comme jumelles, qu'elles ouvrent sous nos pas, la plus périlleuse, mais peut-être aussi la plus merveilleuse ou la plus insistante de nos libertés. Au fond, même si tous les hommes du monde étaient raisonnables, il y aurait encore, toujours, la possibilité de traverser le monde de nos signes, le monde de nos mots, de notre langage, de brouiller leur sens le plus familier, et de mettre, par le seul et miraculeux jaillissement de quelques mots qui s'entrechoquent, le monde de travers. Tout homme qui parle use, au moins en secret, de l'absolue liberté d'être fou, et inversement, tout homme qui est fou, et qui semble par là même être devenu absolument étranger à la langue des hommes, celui-là aussi, eh bien, je crois qu'il est prisonnier dans l'univers clos du langage. Vous me direz que folie et langage ne sont peut-être pas si originairement liés, et on pourrait me faire beaucoup d'objections. On pourrait m'objecter, justement. Eh bien, ces gens dont je parlais la semaine dernière, et qui voyaient s'épanouir silencieusement en eux, dans leur corps, comme dans un aquarium, les grandes images muettes de leur délire, ou encore, on pourrait m'objecter aussi, ces persécutés dont je parlais il y a 2 semaines maintenant, et qui se sentaient poursuivis par une surveillance, par un regard anonyme, qui se savaient traqués bien avant de pouvoir articuler dans une accusation délirante ce sentiment. Eh bien, je crois qu'on peut répondre une chose. C'est que les folies, même lorsqu'elles sont muettes, passent et passent toujours par le langage, qu'elles ne sont peut-être, au fond, rien de plus que l'étrange syntaxe d'un discours. Par exemple, on sait maintenant que le persécuté qui entend des voix prononce ces voix lui-même, en effet. Il a l'impression qu'elles viennent de l'extérieur, mais en réalité, un appareil d'enregistrement que l'on peut fixer au niveau de son larynx suffit à prouver que ces voix, il les a lui-même prononcées, si bien que les menaces qu'il entend, d'une part, et d'autre part les injures ou les plaintes par quoi il répond, ne sont jamais que les phases, ou si vous voulez que les phrases, d'une même trame verbale. On sait aussi maintenant que le corps lui-même, eh bien, c'est comme un nœud de langage. Ce profond auditeur qu'était Freud a bien compris que notre corps, beaucoup plus au fond que notre esprit, était un faiseur de bons mots, qu'il était une sorte de maître artisan en métaphore et qu'il profitait de toutes les ressources, de toutes les richesses, de toutes les pauvretés de notre langage. On sait qu'une hystérique paralysée, si elle se laisse choir quand on la met debout sur ses jambes, c'est que du fond de son existence, elle a le sentiment d'être vouée à la chute. Depuis qu'un jour, quelqu'un l'a, comme on dit, laissé tomber. Mais c'est avec son corps, elle, qu'elle l'exprime. Eh bien, si nous avons du mal à communiquer avec les fous, ce n'est pas sans doute parce qu'ils ne parlent pas, mais peut-être justement parce qu'ils parlent trop, avec un langage surchargé, dans une sorte de foisonnement tropical des signes où se brouillent toutes les allées du monde. Mais alors se pose une question. Pourquoi ce langage de la folie, de nos jours, a pris soudain cette importance? Pourquoi dans notre culture, maintenant, ce si vif intérêt pour tous ces mots incohérents, insensés, et qui peut-être traînent avec eux un sens beaucoup plus lourd? Je crois qu'on pourrait dire ceci. Au fond, nous ne croyons plus maintenant de nos jours à la liberté politique. Et puis, le fameux rêve d'un homme désaliéné est tombé maintenant dans la dérision. De tant de chimères, que nous est-il resté? Eh bien, la cendre de quelques mots. Et notre possible,
à nous autres, hommes d'aujourd'hui, notre possible, nous ne le confions plus aux choses, aux hommes, à l'histoire, aux institutions, nous le confions aux signes. Très grossièrement, on pourrait dire ceci. Au XIXe siècle, on parlait, on écrivait pour se rendre enfin libre dans un monde réel où on aurait le loisir de se taire. Au XXe siècle, on écrit, je pense bien entendu à la parole littéraire, on écrit pour faire l'expérience et pour prendre la mesure d'une liberté qui n'existe plus que dans les mots, mais qui, là, sait faire rage. Dans un monde où Dieu est mort définitivement, et où on sait, malgré toutes les promesses de droite et de gauche, de la droite et de la gauche, qu'on ne sera pas heureux, le langage est notre seule ressource, notre seule source. Il nous révèle au creux même de nos mémoires, et sous chacune de nos paroles, sous chacune de ces paroles qui galopent à travers notre tête, ce qu'il nous révèle, c'est la majestueuse liberté d'être fou. Et c'est peut-être pour cela que l'expérience de la folie, dans notre civilisation, est singulièrement aiguë, et qu'elle forme, en quelque sorte, la limite forestière de notre littérature. Alors j'ai tenu à construire ce premier bloc autour de la folie. On a vraiment, dans ce beau volume, toute une série de textes qui tournent autour de la folie et de la littérature. Ça a été évoqué par Henri Paul autour des années 60. Et ce problème de la folie reviendra aussi en 70, au moment où se pose le problème des rapports entre justice et psychiatrie. Je pense par exemple aux entretiens avec Philippe Nemo en 76, etc. Donc vraiment, encore une fois, la présence est très forte, avec une intensité toute particulière. Pour l'illustrer, j'ai donc pris un premier extrait, vous l'avez entendu, c'est mai 1961, ce qui veut dire que Foucault vient de publier à peine quelques mois auparavant ce qui s'appelait alors Folie et des raisons. Histoire de la folie à l'âge classique ne venait qu'en sous-titre. Il avait édité ça chez Plon, dans une collection dirigée par Philippe Ariès. Et c'est seulement en 72 que ce sera réédité chez Gallimard. Et on le sent, alors même qu'il semble, d'après les recherches que j'ai pu faire, que c'est son premier entretien, tout premier entretien autour d'Histoire de la folie. Il y a vraiment quelque chose comme une aisance toute particulière, parce qu'elle n'est jamais ni arrogante ni relâchée. C'est-à-dire que cette aisance avec laquelle il va énoncer un certain nombre de thèses, d'idées, elle demeure parcourue par une tension. Et je trouve que, encore une fois, par rapport à d'autres voies et grandes voies de la philosophie du XXe siècle, on peut penser encore une fois au cours de Deleuze, où on a quelque chose qui joue beaucoup plus sur les silences et sur une certaine lenteur. Le style de Michel Foucault est beaucoup plus volubile. Il y a une espèce de volubilité un peu dansante et en même temps toujours tout à fait maîtrisée et quand même passionnée. C'est-à-dire il reste à la verticale de son intérêt. C'est-à-dire il ne récite jamais. Le premier extrait, donc, quand il doit rendre compte de son livre, assez vite, il en donne, j'allais dire, ce qui a constitué la thèse la plus provocatrice, au sens où on est pris encore dans l'écho de cette provocation de 1961, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, donner à la folie le statut, la définition, la détermination de maladie mentale, ce n'est pas accéder enfin à sa vérité scientifique qu'une certaine culture évoluée comme celle de l'Occident aurait pu, à laquelle cette culture aurait pu justement accéder, après des siècles d'obscurantisme, des tonnes
d'ignorance et de préjugés fanatiques, mais l'idée que, voilà, jusqu'à quel point est-ce que dire de la folie qu'elle est une maladie, qu'elle se résout dans le statut de maladie mentale, est-ce que ça n'est pas notre interprétation et qui aurait, j'allais dire, une certaine fragilité, c'est-à-dire c'est pas le moment de lien à une vérité définitive. Bon. Et alors une fois qu'il a posé cette première provocation, il revient sur les trois grandes scansions au fond qui font de l'histoire de la folie quelque chose comme une immense épopée ou tragédie en 3 actes, hein, c'est-à-dire d'abord le moment de la Renaissance, il le dit, moment de liberté, ce qu'il appelle la liberté, c'est-à-dire au fond ce moment où la folie est accueillie au théâtre et dans les lettres parce qu'elle est réfléchie comme le canal obligé d'un certain nombre de vérités mystérieuses et secrètes. C'est-à-dire que la folie est ce qui révèle un certain nombre de vérités interdites à la raison. D'accord ? Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui disparaîtra après sa confiscation dans une détermination scientifique. Et je trouve que ce premier moment est évidemment bien rendu. Il a nourri aussi la légende de l'histoire de la folie, c'est-à-dire la nef des fous, et les historiens se sont échinés à dire oui, mais c'est pas vrai, c'était seulement des représentations. Enfin, Foucault le savait parfaitement, et le problème n'est pas tant de savoir ce qu'il en était des pratiques que des imaginaires profonds de la folie pour chaque époque. Pour l'âge classique, je trouve que ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont il va chercher tout de suite du côté de la famille, précisément le point de l'instance de stigmatisation, de désignation, etc. C'est-à-dire, alors on le sait, ça a été dit, hôpital général, la folie est enfermée, la folie est projetée dans une négativité morale, elle est confondue avec les figures de la débauche, de la paresse, du vice, etc. Mais je trouve qu'avec beaucoup de justesse, il montre l'importance de cette instance de la famille bourgeoise raisonnable et qui cherche la respectabilité pour précisément neutraliser et désigner ceux qui sont devenus des asociaux. Et l'idée qu'il défend, c'est qu'à partir de ce volume désigné ou dessiné par une proscription à la fois familiale et judiciaire, c'est ce volume que la médecine confisquera parce qu'il a déjà été dessiné en décrétant que la folie est maladie mentale et que seule la science médicale peut parler à peu près correctement en son nom. Il y a ce deuxième passage sur la folie et le langage. C'est le moment, alors ça a été rappelé par Henri Paul, il vient de faire toute une série d'émissions qui portent sur la persécution, sur l'expérience du double. On a entendu du Dostoïevski, on a entendu du Maupassant. Et Foucault produit lui-même ces émissions. Elles sont réalisées par Jean Doha et produites par Michel Foucault. Donc il a vraiment une maîtrise totale. Et au fond, pour en donner la leçon dernière, il pose cette espèce de thèse, au fond, très curieuse, qui consiste à dire « N'allez jamais penser que le délire serait l'expression serait quelque chose comme le résultat ou le produit d'un dysfonctionnement cérébral, etc., comme si finalement le délire n'était qu'un symptôme et que la vérité de la folie, elle devrait se jouer dans précisément des complications pathologiques tout à fait sérieuses et cérébrales. Et Foucault dit qu'il existe au contraire ce qu'il appelle un nœud intime entre la folie et le langage, etc. Voilà, ça, je trouve que ce thème est très, 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 très important. Et à ce moment-là, on a, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que c'est
très très étonnant la manière dont il nous dit, c'était la fin du passage que nous avons écouté ensemble, que si ce lien entre la folie et le langage réapparaît avec tant de force aujourd'hui, et particulièrement dans leur dimension littéraire et dans l'explosion discursive d'un certain nombre d'expressions où on se demande est-ce que c'est du délire, est-ce que c'est de la littérature, etc. C'est parce que cette folie langagière ou ce langage de la folie est devenu quelque chose comme le dernier refuge de la liberté. Il le dit, c'est-à-dire après les désillusions politiques qui font qu'il n'y a plus rien à attendre, là on est seulement en 63, qu'il n'y a plus rien à attendre des réformes et des utopies politiques pour s'émanciper, le lieu où se retrouve quelque chose comme la liberté et où se joue une liberté possible, loin de ces utopies politiques décourageantes, eh ben, ce serait dans l'exploration de cette complication entre folie et langage. Donc ça, c'était vraiment le premier, si vous voulez, un premier bloc. J'en ai dessiné un second qui va, comme je vous l'avais dit, démoer les choses jusqu'à surveiller et punir. C'est-à-dire où vraiment on ira à vitesse express du Foucault structuraliste jusqu'au Foucault militant et puis instituant le GIP, etc. Voilà. Supposons que l'on fasse, parmi les honnêtes gens, parmi les honnêtes hommes qui peuplent le monde occidental, une enquête pour savoir ce qui nous caractérise. Nous, hommes modernes, hommes du XXe siècle, hommes de l'Occident, par rapport aux civilisations et aux cultures qui nous sont étrangères, culture ou la civilisation chinoise, musulmane, hindoue, précolombienne, ce que vous voudrez, eh bien, je crois que tout spontanément, nous serions amenés à répondre ceci, c'est que la civilisation occidentale est la seule, probablement sur toute la surface du globe et dans toute l'histoire du monde, qui ait fait à l'homme une place aussi importante. C'est notre civilisation, et elle seule sans doute, qui a fait en quelque sorte de l'homme le roi de la création. Partout ailleurs, eh bien, les structures sociales, la contrainte des obligations religieuses, la pression des faits économiques, des famines, des développements démographiques, etc., fait que l'homme en lui-même n'a pas l'importance que nous lui reconnaissons, nous. Il est en quelque sorte pris à l'intérieur d'un réseau où il ne constitue qu'une sorte de point, alors que l'on peut dire que chez nous, l'homme occupe la surface la plus importante à l'intérieur de notre culture et de notre savoir. Et d'ailleurs, ce thème de l'homme a bien été, en effet, celui qui, apparemment au moins, a été le plus important et le plus déterminant. On pourrait en effet reconstituer, et on a reconstitué toute notre histoire, depuis le fond de l'âge grec, comme l'avènement progressif de l'homme. Sans doute, il y a eu des sortes de grandes blessures narcissiques qui ont été faites à l'histoire de l'homme. Par exemple, le jour où Copernic a découvert que la Terre n'était pas au centre du monde, on peut dire que l'homme a été décalé de sa souveraineté primitive. Lorsque Darwin s'est aperçu que l'homme, après tout, descendait du singe et n'était qu'un épisode à l'intérieur d'une immense histoire biologique, eh bien, on peut dire aussi que l'homme a été jusqu'à un certain point dépouillé de sa souveraineté. Et lorsque Freud a découvert derrière notre conscience tous les mécanismes si pesants, si déterminants, si lourds de notre inconscient, eh bien là encore, l'homme a été dépossédé d'une part de sa souveraineté. Il n'en reste pas moins, diront les tenants de l'humanisme, il n'en reste pas moins que toutes ces sciences, l'astronomie qui a permis la physique,
la biologie qui a permis la médecine, la science de l'inconscient qui a permis la psychanalyse. Eh bien, toutes ces sciences, tout en dépossédant l'homme d'une part de sa souveraineté, lui ont mis entre les mains toute une série d'instruments techniques grâce à quoi il a pu reconstituer sa souveraineté sur la nature, de telle sorte que chacune de ces blessures narcissiques qui dépouillaient l'homme de ses privilèges lui en restituait de bien plus grands, puisqu'il lui permettait d'établir son règne là où jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas eu accès. Si bien que, malgré tout, il semble que tout indique que l'homme, qui a été le plus vieux de nos soucis, n'a pas cessé d'asseoir son règne à l'intérieur de notre monde et sur la nature elle-même. Eh bien, tout ceci qui constitue en gros le schéma général de l'enseignement que nous avons reçu, je crois que c'est un extraordinaire présupposé. Il me semble en effet que l'homme n'a pas été, depuis le fond de l'âge grec, le principal souci de notre civilisation. Ce qui existait avant le XIXe siècle, ce qui existait à l'âge grec, c'était les dieux, c'était la nature, c'était le cosmos. Ce qui existait à l'époque classique, eh bien, c'était la vérité, c'était les mathématiques, c'était l'ordre du monde, c'était les êtres naturels, ça n'était pas l'homme lui-même. L'homme lui-même n'est apparu que tardivement, et je crois que c'est à peu près au XIXe siècle que l'on peut situer très exactement la date de naissance de ce curieux personnage si récent dans notre histoire et qu'on appelle l'homme. Ceux qui volent, on les emprisonne. Ceux qui violent, on les emprisonne. Ceux qui tuent également. D'où vient cette étrange pratique et le curieux projet d'enfermer pour redresser que portent avec eux les codes pénaux de l'époque moderne? Un vieil héritage des cachots du Moyen-Âge? Plutôt une technologie nouvelle, la mise au point du XVIe au XIXe siècle de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. Surveillance, exercice, manœuvre, notation, rangs et places, classement, examen, enregistrement, toute une manière d'assujettir les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler leurs forces s'est développée au cours des siècles classiques dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles, les collèges ou les ateliers. La discipline. Le XVIIIe siècle a sans doute inventé les libertés, mais il leur a donné un sous-sol profond et solide, la société disciplinaire dont nous relevons toujours. Michel Foucault. Alors je voudrais dire encore une fois une cuistrerie. Et tout à l'heure, en entendant Régis Debray dire que De Gaulle était un personnage non pas du 19e mais du 21e siècle, ça me faisait penser à ce que disait Nietzsche, qui disait le 20e siècle sera le siècle des nationalités. Et on a cru que c'était l'annonce du national-socialisme, et ça a été, de fait, peu importe ce que Nietzsche avait dans l'esprit, c'était l'annonce d'autre chose. Et alors, ceci me faisait penser, au fond, ce qui est en train de mourir au niveau, non seulement de la pensée, mais au niveau du discours, de la manière de s'exprimer, ce qui est en train de disparaître maintenant, c'est Hegel. C'est l'hégélianisme qui hante tous les discours, disons, les discours d'universalité, dont le marxisme, sous sa forme académique, est l'un des plus beaux exemples. Et alors, au fond, qu'est-ce que c'est maintenant parler, penser, réfléchir, etc., sinon pratiquer une activité qui est, premièrement, discontinue, deuxièmement, combative, troisièmement, immédiatement liée à l'actualité. Les considérations inactuelles de Nietzsche étaient des combats d'actualité. Et alors, l'espèce d'antinomie qu'il y avait autrefois entre, disons, les penseurs et les journalistes, les intellectuels et puis ceux qui faisaient le quotidien, je me demande si cette différence n'est pas en train de s'effacer maintenant. Nous sommes dans l'âge de l'actualité et du discontinu. Les livres doivent disparaître, le discours d'universalité doit disparaître. Nous devrions être tous
des journalistes, au sens où Jean Daniel est un journaliste, et c'est en ce sens que son rapport aux écrivains, aux intellectuels, qu'il a situé au début de son livre, et qu'il n'a jamais dénoué ce lien, me paraît très, très caractéristique de ce qui se passe actuellement. Alors voilà, donc, deuxième bloc, on a beaucoup d'éléments, et j'ai fait varier un petit peu, si vous voulez, les repères chronologiques pour qu'au niveau, en tout cas, de la logique, les choses soient un peu plus claires. Mais encore une fois, dans les années 70, vous avez une profusion vraiment très très forte de thèmes. J'ai commencé par le choix d'une émission jamais diffusée, sur les mots et les choses. Le journaliste reste tellement discret qu'on en a oublié son nom et que son nom a disparu, et il laisse, en tout cas, les questions sont tout à fait succinctes, et il laisse à Foucault la possibilité de réponses amples, ce dont ce dernier ne se prive pas. Et c'est vrai qu'il expose peut-être avec à la fois une pédagogie et une ampleur de vue assez inégalée, encore une fois, la provocation centrale des mots et les choses. La provocation d'Histoire de la folie, c'était au fond dire de la folie qu'elle est une maladie mentale, ça n'est jamais qu'une interprétation qui est la nôtre. Et là, ça tourne évidemment autour de ce statut de l'homme, d'invention récente et de disparition prochaine. Alors tout ça est fait avec vraiment un génie de la préparation rhétorique, parce que Foucault commence par dérouler un certain discours attendu, et il commence par exposer tout un schéma d'affirmation progressive de l'humanité depuis les Grecs jusqu'à ce deuxième XXe siècle, dans lequel précisément il pourrait trouver toute sa place. Et c'est vrai que un certain discours qui est le discours de l'Occident sur sa propre réussite, et convaincu de son humanisme profond, et passant par-delà ces trois blessures narcissiques dont il se remet finalement assez vite, c'est-à-dire que Foucault déroule, et si on reprend le texte et si on le réentend, on entend bien qu'il parle presque toujours et systématiquement au conditionnel ou au conditionnel passé, c'est-à-dire nous aurions fait ceci, l'homme aurait fait cela, etc. Et ça finit, l'homme aurait fini par étendre son règne sur une nature docile, et il aurait multiplié depuis les Grecs ses réussites jusqu'au moment de rupture et théâtralement préparé, où il passe là au présent, en disant mais au fond tout cela n'a jamais été qu'un présupposé, et en donnant au présent de l'indicatif un ensemble de thèses complètement contre-intuitives, paradoxales, etc., pour dire l'homme est d'invention récente et il est amené à disparaître bientôt. Et cette histoire de l'humanité qu'on nous présente comme étant immémorielle n'aura duré finalement que 2 siècles. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une mise en scène du noyau provocateur des mots et les choses. Quand je dis provocateur, c'est que, évidemment, assez vite, alors on se dit qu'il doit parler d'autre chose, mais on a tout de suite envie d'hurler à l'imposture et de dire, bah oui, mais enfin, c'est pas possible, parce que quand on parle d'apparition de l'homme, tout de suite, ce qui nous vient, c'est évidemment la paléontologie qui va discerner et décrire son apparition et son émergence progressive, sa disparition. On pense à une catastrophe cosmique, et évidemment rien de tout cela, puisque ce qu'il appelle homme ici n'est rien d'autre qu'une figure du savoir, c'est-à-dire un principe d'organisation qui
qui est en train de s'effriter, ce qu'il a pu appeler aussi la disposition anthropologique des savoirs qui se désagrège. En tout cas, j'allais dire quelque chose comme la polémique est lancée par cette thèse, puisqu'il s'agit en même temps de ringardiser absolument tout un discours politico-humaniste porté par un certain marxisme, un certain existentialisme, etc. D'accord ? C'est-à-dire que vraiment ce qui a été, et ce qui est bien rendu, je trouve, dans ce texte, c'est cette manière dont Foucault fait apparaître le fait que, oui, au-delà de... Si la figure de l'homme disparaît, c'est parce que ce sont un certain nombre de structures, de configurations de signes qui le remplacent. Donc, alors pourquoi est-ce que j'ai placé tout de suite après le débat avec Chomsky, précédé dans le montage audiovisuel par la présentation de Surveiller et punir, parce que, d'abord, toute la première partie du débat avec Chomsky porte précisément sur l'existence ou non d'une nature humaine. Et Chomsky étant, j'allais dire, traditionnellement du côté d'une défense, et alors même que leurs intérêts pratiques sont concordants, condamnation de la guerre du Vietnam, appui à un certain nombre de luttes ouvrières radicales, Foucault prétend montrer qu'on s'en sort mieux dans cette condamnation et dans cette critique à partir du moment où on se défait d'un certain humanisme qui aura peut-être été la grande caution justement d'un certain nombre d'horreurs. Donc, vous avez vu dans le visuel, Foucault, c'était... le débat se passe en octobre 71, 22 octobre 71, donc il est tout jeune professeur au Collège de France. Il a fait ses premières leçons à partir du mois de décembre, même décembre 70 et 71. Et en tout cas, on voit bien que dans sa prise de position, quelque chose comme une nouvelle méthode au-delà même de celle des mots et les choses s'essaye, à savoir une définition critique de la philosophie, ce qu'il appelle déceler les noyaux de violence politique dans les institutions les plus neutres, dans ce qu'il appelle même les plus, les plus neutres, c'est-à-dire que, et ici, je trouve que précisément, il y a ces effets de bouger qui sont vraiment intéressants à élaborer. C'est-à-dire qu'il montre que s'il critique des lieux comme l'hôpital public, l'hôpital psychiatrique ou les prisons, c'est que précisément on peut dénoncer des violences ici qui, j'allais dire, échappent au dualisme, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, etc. Parce qu'après tout, on retrouve des hôpitaux psychiatriques et des prisons aussi bien en Union soviétique qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il refuse de se laisser embarquer dans la problématique générale du choix entre le libéralisme et le communisme pour montrer qu'il existe un travail de sape préalable qui peut dénoncer des rationalités de pouvoir qui vont se retrouver aussi bien dans le soviétisme, dans le communisme soviétique que dans le libéralisme. D'accord ? Donc je trouve que vraiment cette tentative de trouver des luttes, des terrains de lutte qui sont infra-géopolitiques, si vous voulez, est tout à fait représentative de ce qu'il a pu apporter comme nouvelle politique dans un débat qui, à l'époque, était vraiment saturé par la grille de lecture de la guerre froide. Donc, on est en 71, c'est l'année aussi de la création du GIP. Je suis passé ensuite à cette présentation de l'aveu,
hein, parce qu'on reste dans le judiciaire, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Foucault de présenter l'aveu dans sa dimension absolument judiciaire, c'est-à-dire cet acte de vérité, c'est lui qui trouve cette expression, cet acte de vérité consistant pour l'assassin à se reconnaître coupable à la première personne et à se reconnaître auteur du meurtre, etc. Et donc, il montre que l'aveu est une machine de légitimation de la justice, de la correction, enfin une petite machine verbale qui fait fonctionner le droit. Mais j'ai tenu à reprendre aussi cette problématisation de l'aveu, parce que ça a été, dans la deuxième année des années 70, un élément central de sa réflexion et qui a tourné, on l'a dit et on l'a entendu, autour évidemment du fonctionnement de la justice, mais aussi évidemment un noyau central de toute une pratique religieuse qui pouvait tourner autour de la direction de conscience, du rituel de pénitence, de l'obligation de confession, toute une ritualité aussi, et derrière l'aveu, il fallait entendre un acte de vérité qui consistait en même temps en une modalité de gouvernement des hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'espèce de troisième provocation qu'il fallait entendre et qu'on a peut-être un peu moins entendu. On a entendu la mort de l'homme dans Les mots et les choses, on a entendu l'espèce de relativisme médical de l'histoire de la folie, on a entendu aussi, et ce sera repris, vous allez le réentendre, après l'idée que la prison produit après tout de la délinquance afin de mieux la contrôler. Mais il y a aussi, et ça apparaît dans certains entretiens radiophoniques du milieu des années 60, du milieu des années 70, cette idée que derrière l'homme ou la femme qui décide de dire qui il est ou qui elle est devant un autre, qui peut être un juge, un confesseur, un psychanalyste, il n'y a pas seulement un fabuleux vecteur d'émancipation, c'est-à-dire oser dire qui vous êtes sans honte et vous serez libéré, mais toute une gouvernementalité, d'accord, toute une gouvernementalité. L'aveu de qui suis-je, et je l'introduis aussi pour faire porter la différence avec qui sommes-nous, qui est le slogan de la philosophie moderne, on va l'entendre. En tout cas, le qui suis-je et la problématisation de l'aveu va permettre à Foucault d'articuler le passage entre l'assujettissement et la subjectivation. Bon, tout ça est très vague, mais on pourra le reprendre si vous avez des questions. Et j'ai tenu, c'était d'ailleurs le passage dont avait parlé Henri Paul tout à l'heure à propos du journalisme. C'est un des premiers moments où précisément Foucault redéfinit quelque chose comme une pratique philosophique, c'est-à-dire ce moment où il n'est plus question de définir la philosophie comme un certain discours qui porterait sur les vérités du monde ou de l'homme, mais où il redéfinit la philosophie comme une certaine intervention, une certaine manière d'intervenir à partir d'une actualité et sur le réel. Il le dit, à la fin, il dit au fond, qu'est-ce que c'est que la philosophie telle que je voudrais la porter comme journalisme actif? Ça suppose un savoir discontinu, un savoir qui répond à une convocation du présent et un savoir qui s'engage dans des luttes concrètes. Voilà. Et ça, vraiment, ça nous éloigne d'une représentation de la philosophie comme ce grand système de connaissances qui pourrait délivrer la vérité même de l'être ou du monde, etc. On est vraiment... Et c'est là-dedans que Foucault, je trouve, va vraiment s'engager, et ça va être le dernier moment de cette présentation, va vraiment s'engager pour définir, et j'y insiste aujourd'hui particulièrement,
où évidemment Foucault est devenu dans le débat public le représentant même de tout un courant wokiste, etc., qui signerait la fin des Lumières françaises, ou en tout cas une espèce de machine de guerre contre ces Lumières. Foucault va tourner précisément autour de cette redéfinition de la philosophie comme intervention publique, réponse à une actualité, pour redéfinir sa filiation par rapport à Kant et par rapport à la question des Lumières, et s'affirmer comme un fils des Lumières, quoi, comme un enfant des Lumières, et pas du tout un irrationaliste, etc. Et ben voilà, donc dernier bloc qui va tourner autour à la fois de l'histoire de la sexualité. Ça a été rappelé par Henri Paul très justement. Les 2 derniers volumes d'histoire de la sexualité, le souci de soi et l'usage des plaisirs, sont parus pratiquement au moment même, dans les tout derniers mois, les dernières semaines d'agonie, pourrait-on dire, de Michel Foucault. Et donc, évidemment, il n'y a pas eu de reprise avec lui de ces textes. Donc, ce qui est présenté, c'est tout un débat, ou en tout cas un entretien autour du premier volume. On parlera un peu des 2 autres. Et aussi, ce que je propose, c'est de reprendre l'entretien de Louvain, où précisément il redéfinit son rapport à la philosophie des Lumières. Voilà. Donc, dernier extrait. Ma question était, tout comme l'interdit sexuel majeur dans les sociétés primitives porte sur l'inceste, est-ce que dans nos sociétés, comme le disent les psychanalystes, c'est encore l'inceste, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres interdits, ou si c'est bien l'interdit de l'inceste, est-ce qu'il ne prend pas des formes particulières, comment est-ce qu'il se monnaie, comment est-ce qu'il prend des formes dérivées, etc. Un petit peu ça, et je ne peux pas dire 10 ans d'échec, parce que je n'ai pas essayé pendant 10 ans, mais très vite, les matériaux que j'ai accumulés s'amoncelait comme un tas de sable, et puis ça ne prenait jamais figure. J'arrivais pas. Vous ne trouviez pas l'interdit? Je ne trouvais pas l'interdit, et je ne voyais pas, si vous voulez, comment on pouvait rendre compte de tout ce qui a constitué ce qu'on pourrait appeler la culture de la sexualité dans notre société. Je ne voyais pas comment on pouvait le déduire de l'interdit. Que ce soit l'interdit de l'inceste, ou l'interdit de l'homosexualité, ou l'interdit des relations prénuptiales, ou l'interdit des relations extra-conjugales. En fait, tout ça, il me semble que la complexité des pratiques et des discours concernant la sexualité ne pouvait pas se déduire des interdits, mais j'étais toujours fasciné par ce thème majeur, il faut tout déduire de l'interdit, parce que la sexualité, c'est fondamentalement ce qui est interdit, et ce qui est interdit plus encore que tout le reste. Là, je voudrais vous demander comment vous avez travaillé, à partir de quels matériaux, parce qu'il me semble que précisément dans notre culture quotidienne, dans les journaux, à la télé, partout, c'est l'interdit qui prime. Je veux dire, c'est une idée tellement répandue que vous ne la trouvez pas. Mais écoutez, l'idée, à dire vrai, m'est venue à propos de toute autre chose, c'est quand j'ai étudié les mécanismes pénaux, le mécanisme de la pénalité, l'emprisonnement, etc. Et où je me suis tout de même aperçu que, d'abord, la prison n'était qu'en apparence une manière d'empêcher les gens de commettre des délits, mais qu'il était très facile de passer derrière cette apparence et de voir comment la prison était une manière, au contraire, de fixer les gens dans la délinquance. Tout le monde sait que quelqu'un qui sort de prison n'a littéralement d'autres ressources, sauf une proportion très faible de gens, n'a d'autres ressources que de vivre dans la délinquance, ou en tout cas à côté de la délinquance, aux frontières même de l'illégalisme. D'où l'idée m'est venue qu'en fait, les interdits dans une société ne sont vraisemblablement pas la raison profonde, enfin ne sont pas l'objectif tactique fondamental
que ce qui est recherché à travers les interdits, c'est toujours quelque chose de positif. Le pouvoir n'est pas fondamentalement ce qui dit non, mais ce qui, à travers les interdits, permet la gestion, le contrôle, la surveillance, l'utilisation d'un certain nombre de choses. Alors, je me suis demandé si cette analyse en termes tactiques, stratégiques et positifs du pouvoir que j'avais fait à propos de la prison, si cette analyse, on ne pouvait pas la transposer à propos de la sexualité. Et si à propos de la sexualité, il ne fallait pas plutôt poser le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à elle? Ou qu'est-ce qu'on veut faire? À quoi ça sert de s'y intéresser? De sorte que le problème de l'interdit ne doit pas être sans doute le problème premier. Je ne veux pas dire du tout que la sexualité chez nous n'est pas interdite. Je ne veux pas dire du tout qu'elle n'est pas réprimée, je ne veux pas dire qu'elle est permise sous toutes ses formes, sous tous ses aspects et sous toutes les conditions possibles. Mais je veux dire que l'interdit, là où il fonctionne, comme par exemple en effet l'interdit de l'inceste, ou l'interdit beaucoup plus souple des relations prénuptiales, ou l'interdit encore plus souple et encore plus laxiste des relations extra-conjugales, bon, si tous ces interdits ne sont pas des pièces à l'intérieur d'un jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus positif, on pourrait dire en gros que les relations de pouvoir, les contrôles sociaux se sont emparés en effet de la sexualité, tantôt pour en parler, tantôt pour empêcher qu'on en parle, tantôt pour l'exciter, la susciter, la favoriser, tantôt au contraire pour la masquer, l'interdire. Il n'y a pas eu toute une technologie politique autour de la sexualité, et c'est cette technologie, plus fondamentale que les interdits ou les permissions, que j'ai voulu reconstituer. Au fond, c'est une façon d'assurer la pérennité de la sexualité même, puisque vous avez l'air de dire que quoi que l'on fasse, que l'on dise non, que l'on dise oui, elle se survit, elle se met en place et elle répond au pouvoir, et le pouvoir l'assume également. Je veux dire, il y a une espèce de jeu de miroir contre lequel on ne peut rien. Jeu de miroir, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, en poussant les choses jusqu'à la caricature, je dirais que la sexualité a été inventée. Bon, je veux dire, cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes, comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements. Bon, cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela? C'est-à-dire de tout un énorme mécanisme d'assujettissement. Enfin, il ne faut pas oublier que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Si bien qu'on peut dire qu'à partir du plaisir, à partir des conduites de plaisir, comme les conduites sexuelles, on a bâti cet énorme édifice de la sexualité comme, si vous voulez, principe d'intelligibilité de tout notre comportement et de tout notre être. Michel Foucault, quand vous dites sexualité, qu'est-ce qu'il faut comprendre par sexualité? Il s'agit de la sexualité normale ou de toutes les sexualités? Je vais juste reprendre quelques éléments de ce que nous avons entendu. C'est assez étonnant et je voulais le donner pour cette raison. À chaque fois qu'au fond, Foucault est sommé de donner quelque chose comme sa carte d'identité philosophique, alors que ce soit parce qu'il a été invité en 78 par la société, comment s'appelle-t-elle, la Société française de philosophie, que ce soit parce que au début de l'entretien, Berthen reprend tout en lui disant « voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire après tant de livres écrits ?» et que ce soit aussi en 83, je trouve qu'il y a dans les dernières années une espèce d'attachement
à se reconnaître une filiation à partir du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? Et je trouve que il le fait de manière répétée, et même par exemple quand il doit écrire lui-même un article qu'il ne signe pas de son nom évidemment dans un dictionnaire de philosophes sur Michel Foucault, il rédige lui-même l'article et il reprend cette idée. Et je trouve que ce que nous dit l'entretien, c'est vraiment l'entretien met en scène une série d'équivalences qui permettent vraiment de dessiner une configuration de ce que Foucault profondément entend par philosophie, en ajoutant même philosophie moderne. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est vraiment une définition pour lui de la modernité. Qu'en est-il de notre présent? Problème du présent, de ce qu'il appelle l'ontologie du présent, problème de ce qu'il appelle le maintenant, l'aujourd'hui, l'actualité. Tout ça qu'il avait relié à la fin des années 60 à Nietzsche, mais enfin bon, en tout cas le présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Deuxièmement, qui sommes-nous? Mais un qui sommes-nous qui précisément doit sa force à ne pas se superposer à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Poser la question « qui sommes-nous aujourd'hui ?» c'est en appeler un style de philosophie qui précisément ne pose pas la question de l'être de l'homme comme essence atemporelle, etc. C'est-à-dire que encore une fois, il ne s'agit pas de fixer la nature humaine pour la faire servir comme norme de justice, etc. Donc, qui sommes-nous? Ça n'est à la fois pas qu'est-ce que l'homme et pas non plus qui suis-je, puisque cette question qui suis-je vraiment et que j'aurais précisément à tenter, question à laquelle je devrais répondre à partir et à travers un face-à-face dans une confession, un aveu ou une analyse pour lui précisément, vous l'avez entendu ensuite, c'est un dispositif historique. Donc voilà. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? Qui sommes-nous? On n'est pas dans la métaphysique de l'être, etc. Et la troisième équivalence, c'est évidemment l'idée que ça, c'est le programme des Lumières. D'accord ? Et il le dit très bien, je voulais l'ajouter, je l'avais noté ici, il dit au fond la philosophie, parmi ses différentes fonctions, il dit on peut bien faire autre chose et c'est très bien. Et la philosophie doit pouvoir, oui, il y a une philosophie comme métaphysique de l'être, oui, il y a une philosophie comme logique fondamentale, et pourquoi pas. Mais elle doit pouvoir exister aussi pour poser ce type de questions. Et vous voyez bien qu'il reprend une espèce de triade ici, de triade Kant, Nietzsche, Hegel. Voilà, en disant que... Alors c'est une espèce de réévaluation même, puisqu'il avait dit en 73 face à Jean Daniel, l'hégélianisme c'est fini, mais c'était l'hégélianisme, hein, c'est pas Hegel. C'est-à-dire l'idée que Foucault se présente quand même comme un philosophe qui comprend les Lumières comme ce qu'il appelle le courage de la vérité. Voilà, parce qu'au fond je trouve que la leçon la plus forte qu'il fait à propos de Kant, c'est de montrer que le problème, comment s'appelait-il, c'est Wittgenstein qui avait eu ce mot que je trouve très foucaldien, qui disait « Oh là là, Breuer était beaucoup plus intelligent que Freud, mais Freud avait quand même plus de courage. » C'est-à-dire que pour la vérité, il ne faut pas seulement de l'intelligence, de la méthode, de la lucidité, mais il est aussi question d'un certain courage de penser. Donc ça, c'était vraiment pour tourner autour de la première, si vous voulez, de ce premier passage de Foucault. Et ensuite, on a évidemment l'explicitation de son projet, de sa nouvelle histoire de la sexualité. Alors, on l'a dit déjà, elle va être reprise ensuite,
Mais je trouve que là encore, avec Paula Jacques, puisqu'il est en train de... Il avait eu un premier entretien avec cette même journaliste, ainsi que René Alliot un an auparavant, pour parler du film sur Pierre Rivière. Il s'agit de ces après-midi France Culture dont Henri Paul avait parlé. Et donc, dans cette émission du samedi après-midi, pour parler de sexualité, du premier volume intitulé « La volonté de savoir », Foucault va déplier, là encore une fois, son paradoxe central, c'est-à-dire mais sous la forme d'une tentative ratée, c'est-à-dire qu'il avait cru peut-être pouvoir un moment écrire une histoire de la sexualité à partir des interdits. Je veux dire, c'est vrai que par des raccourcis un peu rapides entre Histoire de la folie et Surveiller et punir, finalement, on avait désigné Foucault comme le penseur critique de tous les processus d'exclusion, de tous les processus d'enfermement, et à travers ces généalogies de l'hôpital psychiatrique et de la prison, on en avait fait le grand pourfendeur de toutes les répressions et on attendait avec une certaine avidité cette histoire de la sexualité comme une histoire où on nous aurait fait le récit, encore une fois, des modalités d'exclusion, de rejet, d'interdits répétés, d'enfermement du désir, si vous voulez, de censure du corps, d'interdit du plaisir, etc. Et c'est vrai que là aussi, une espèce de surprise ou déception ou un peu les deux, il annonce une histoire de la sexualité en disant qu'au fond, l'interdit n'a jamais été qu'une espèce de moment tactique pas très intéressant en soi, dans une vaste machinerie où il s'est agi de multiplier les plaisirs et leurs formes, de faire proliférer les discours sur le sexe, etc., et montrer précisément qu'il s'agit moins d'étudier la répression des corps que la production de désir. C'est-à-dire que le vrai pouvoir, ce n'est pas celui qui nous interdit le sexe, mais c'est celui qui nous sexualise, mais qui nous sexualise évidemment selon un certain nombre de formes. Je pense que je regarde un petit peu oui, voilà, on peut finir là-dessus. Ça nous laisse encore une vingtaine de minutes pour des questions ou la poursuite avec Henri Paul, si lui-même a des choses à redire. Au fond, Foucault aura été, c'est sa vraie dette par rapport à Hegel, Foucault est un penseur du processus. C'est-à-dire que la question de qu'est-ce que la sexualité si vous voulez, je ne savais pas dire, n'a aucun intérêt pour lui. Qu'en est-il de la sexualisation de nos existences? Ça, oui. Est-ce que vous sentez la différence? La différence, elle est là. C'est pas le problème de la famille, mais de la familialisation. C'est pas le problème de l'enfance, mais de l'infantilisation, etc. C'est pas le problème de l'État, mais de l'étatisation, etc. C'est vraiment un penseur du processus. Et je trouve que, encore une fois, à propos de l'histoire de la sexualité, c'est encore une fois magnifiquement dit, avec, et encore une fois, cette provocation. Vous savez, la sexualité, c'est une invention. On a inventé ça, etc. Il y a pas très longtemps. Je vous remercie. Voilà, donc des questions sur cette aventure, et Henri Paul peut aussi me reprendre sur... et puis répondre. Il y a beaucoup de choses qui savent bien mieux que moi. Merci pour vos interventions. Je vais vous poser une question sur... dans les extraits que vous avez choisis, on voit que Michel Foucault intervient avec très peu d'interruptions, avec des questions qui apparaissent parfois un petit peu factices, dans le sens où on a l'impression qu'elles sont là uniquement pour relancer, en fait, et pour rythmer un petit peu un discours, mais qui au fond est parfaitement maîtrisé et tient tout seul sans cela.
Et du coup, je me demandais, alors que la radio, par ailleurs, est un média du débat, de l'interview, enfin voilà. Est-ce que vous voyez dans les extraits, dans les émissions qui ont été publiées, de véritables exceptions, c'est-à-dire des moments où Foucault rentre vraiment dans un dialogue beaucoup plus fondamental avec un interlocuteur, parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas, ou alors ce sont des exceptions. La plupart du temps, la radio est une chaire, en fait, une autre chaire pour lui, dans laquelle il donne des cours ou des conférences, mais pas vraiment un lieu du dialogue. Et voilà, je voulais vous faire réagir là-dessus et voir s'il y avait d'autres lieux où il avait préféré avoir ce dialogue qu'à la radio, peut-être, ou si vous voyez des exceptions dans les émissions que nous avons choisies. Moi, je peux faire une première réponse et peut-être Henri-Paul pourra reprendre après ou même corriger. Vous avez eu raison, c'était le biais aussi évidemment de ce que j'avais choisi parce que je n'ai pas privilégié les entretiens parce que je voulais qu'on entende la voix de Foucault surtout. Cela dit, il garde un ton qu'on pourrait dire, en reprenant la pente de votre intervention, presque professorale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait état d'une immense maîtrise. Il se laisse assez peu déstabiliser et que la plupart du temps, parce qu'il s'agit souvent de livres, voilà, il a publié un livre, on lui demande, donc c'est des questions pour le lancer, et puis il lance et il part tout seul très très bien. Je sais qu'il partageait avec Deleuze qui avait ce mot, je déteste débattre, ça sert à rien, etc. L'idée d'une stérilité d'un certain type, en tout cas d'un certain type de débat public. Et je trouve qu'on le voit assez peu quand même frontalement s'opposer à ses interlocuteurs quand ils sont là, parce qu'il y a quand même... bon, si, peut-être Raymond Aron, que vous avez cité, c'est vraiment l'exception. Raymond Aron, peut-être aussi... et Baruch, non? Oui, Baruch, oui. Mais en dehors de ça, il a toujours la maîtrise du sujet. Ouais. Il a cette maîtrise, et c'est vrai qu'il y a peu de... C'est vraiment une... Peut-être l'émission avec Chomsky. Oui. Où il y a quand même un vrai désaccord de fond. Oui, mais il y a un désaccord de fond, et en même temps, on sent très bien que chacun des deux n'ose pas n'ose pas dire qu'il n'est vraiment pas d'accord avec l'autre. Il y a cette espèce aussi de codage, de politesse. Donc, pour répondre tout à fait à votre question, je dirais que votre sentiment n'est pas seulement dû à un biais qui serait dû au choix de ce que j'ai fait. Un petit peu quand même, parce que c'est vrai que j'ai plutôt pris des moments où on lui laissait, etc., de longues... mais pas tant que ça quand même. C'est-à-dire que c'est pas trop du débat au sens où il s'agirait pour chacun de se confronter à la pensée de l'autre et de... Non, pas du tout. D'autant que dès qu'il y a un peu de monde, ça a été noté par Henri-Paul, il est plutôt discret. Ou alors il y a une manière d'une très grande ironie qui consiste à prêter, si vous voulez, à prêter à l'autre un discours qu'il n'a pas pour pouvoir un peu le déstabiliser, quoi, pour pouvoir le déstabiliser. Je ne sais pas, Henri-Paul. Non, je suis tout à fait d'accord avec... Après, les émissions les plus... vous êtes peut-être aussi sensible parce qu'on a entendu ça aussi, c'est que les entretiens radiophoniques les plus fournis sont ceux des années 60, où il y avait
au niveau des postures d'énonciation, des voix elles-mêmes et des questions, une police de l'entretien et de l'interview qui a complètement changé aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas du hardisson pour aller vite. Il n'y a pas l'idée du rentre-dedans, du déstabiliser, etc., etc. Il y a quelque chose au contraire de très cotonneux, d'assez velouté, etc., qui est agréable, hein, parce que c'est aussi très... Mais il y a vraiment... oui, il n'y a pas du tout de... il peut être déstabilisé quand même par rapport à... Par exemple, le seul moment où je l'ai senti vraiment déstabilisé, c'est dans l'entretien avec Jacques Chancel. Où vraiment, où vraiment il se dit comment je vais pouvoir récupérer cette question-là. Cette même angoisse qu'on peut avoir, même si évidemment ce n'est pas les mêmes enjeux quand un élève pose une question dont on se demande d'où elle sort, si vous voulez. Voilà, parfois là, on le sent un peu ramé. Quand Jacques Chancel lui dit, mais vous savez, c'est quand même très grave, ces gens qui tuent, et vous avez des enfants, Michel Foucault, etc. Hein, vous y avez pensé, vous avez une famille. Là, c'est vrai qu'il est un peu déstabilisé. Un peu interloqué. Ouais, il est un peu interloqué, d'autant que Jacques Chancel commence en disant « Ah oui, Michel Foucault, vous êtes trop intelligent, etc. » Donc une espèce de flatterie, et on sent qu'il est très très mal à l'aise avec la flatterie en même temps. Hein. Alors les questions précises, historiques, etc., mais sans ça, il sait moins faire, je trouve. Ouais. Un psychiatre, psychanalyste, trait d'union entre les deux mots, pour le nommer Charles Melman, a pu écrire que Michel Foucault était un paranoïaque. À partir des élaborations de Foucault, ce qui apparaît très nettement, c'est un abord de la folie qui est exceptionnel et qui consiste à poser que la folie, c'est une liberté qui se soulève. Et si on veut le dire en termes strictement foucaldiens, la folie, c'est un soulèvement à l'endroit de quoi? D'un intolérable. Et on retrouve cette catégorie de Foucault dans les années 70. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a... Non, je repense à l'entretien avec Baruch, qui est assez exceptionnel de mécompréhension. Mais oui, vous avez... Vous avez raison, je trouve, sur l'aspect provocation, c'est-à-dire la manière dont ça a pu être... Enfin, je ne sais pas, où Pierrette Poncella, qui est là, pourrait le dire, peut-être aussi par rapport au juge, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans ce que Foucault annonce et dénonce qui est une... qui est une mise en question et une mise en demeure qui peuvent être un peu douloureuses, quoi, un peu douloureuses. Oui, non. D'autres. Oui. Je suis là. Merci beaucoup. Non, c'est en fait pour savoir si vous envisagez éventuellement de faire d'autres publications de ce type avec d'autres auteurs, d'autres philosophes, d'autres... Ah bah ça, oui, je pense qu'il faut demander. C'est plutôt à Lina que vous pouvez poser la question. Bah, c'est pour ça, elle est là. C'est pour ça que je lui demande. Ça n'est que le début d'une longue série, c'est ça? Enfin, elle avait commencé déjà. Il y avait eu que... Non ou pas, je ne sais pas. Je crois pas. Non. Je ne suis pas sûr. C'est pas très bien. Je me permets de répondre oui. Oui, évidemment, il faut trouver d'autres personnalités qui ont une présence médiatique aussi longue et aussi riche, mais on y travaille activement, en effet. Alors, on pourrait se dire aussi, moi, c'est une question que je me suis posée, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire un entretien radiophonique
écrit à l'âge du podcast, c'est-à-dire à l'âge où on pourrait effectivement aussi se contenter d'entendre. Et en fait, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, qui est que le fait que les mots soient posés, et en plus il y a un travail quand même de reconstruction grammaticale, fait voir avec une transparence à laquelle on est finalement assez peu habitué, un certain nombre d'énoncés, de thèses, de choses qui sont pris dans leur nervure. Je trouve ça très important effectivement d'avoir ce support écrit. C'est un très beau. Ce qu'il faut rappeler d'ailleurs pour Michel Foucault, c'est que je me souviens qu'une année, Le Seuil avait publié l'un des cours sous forme de cassette, et que ça n'a eu absolument aucun succès. Alors que les cours sous forme de livres ont eu le succès qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'il est très intéressant d'entendre la voix de Foucault, mais quand il faut travailler dessus, je crois qu'on a besoin du texte. Oui, et il y a en plus un charme de la voix et une musicalité d'une certaine façon, qui d'une certaine manière distrait, oui, et fait qu'on est pris presque par une mélodie musicale et qu'on en perd même, parce que c'est vraiment, je trouve que à l'entendre, il y a encore une fois une espèce de génie de l'articulation. C'est vraiment quelque chose qui est très important, de l'articulation, du délié de la voix, mais qui, oui, à un moment a des effets séduisants, et on en finit par oublier un petit peu le contenu. Mais il joue lui-même avec sa voix. On le sent, qu'il a un vrai plaisir même dans l'énonciation elle-même. Vous parliez de maîtrise. C'est vrai qu'il y a de la maîtrise, et c'est vrai qu'il y a un plaisir du déroulé de la phrase, etc., de la reprise. Oui. Bien. Merci infiniment. Très bonne soirée à vous tous. Merci. Prochain lundi Lina, le 4 novembre à la BPI. Okay. Sur les élections américaines. Merci. Très bonne soirée.